Le Sahel fait la une. Mais afin de comprendre ce qui se passe au Sahel, il faut remonter à 1958, au temps où Charles de Gaulle gouvernait la France. Charles de Gaulle et son gouvernement ont décidé d'accorder l'indépendance à leurs anciennes colonies, leur demandant de voter oui ou non. Le oui voulait dire que le pays regagnait quelque chose appelé indépendance, tout en restant en réalité sous la coupe de la France. Le non signifiait que les Français s'en iraient. Seuls deux pays ont voté non, l'Algérie d'Ahmed Ben Bella et la Guinée d'Ahmed Sékou Touré. Les autres pays demeurèrent sous la tutelle de la France et restèrent ainsi contrôlés politiquement et économiquement, notamment par le biais de la monnaie, le franc CFA. Et donc, récemment, au XXIe siècle, de jeunes militaires ont pris la décision de changer les choses. Les Français en ont été choqués. Le monde en a été choqué. Les Français ont été choqués de les entendre dire qu'ils allaient regagner leur indépendance, que ce dont ils disposaient jusqu'alors n'était pas l'indépendance. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Doumbouya en Guinée-Conakry, ce qu'a dit Aïta au Niger, ce qu'a dit Traoré au Burkina Faso. Et leur message était clair. Ce sont eux qui ont dit à la CEDEAO que le Mali ne devait pas... S'agissant du Mali à cette époque, on disait que le Mali devait être expulsé de la CEDEAO. Ils sont venus et ils ont prévenu qu'ils allaient attaquer le Mali. Mais les Maliens ont répondu qu'ils allaient protéger leur indépendance fraîchement acquise. Le même message est venu de Guinée. Le même message est venu du Niger. Le même message est venu du Burkina Faso. Il y a désormais unanimité au sein du Sahel. Le temps est venu de redéfinir les relations, en particulier avec la France. Tâchons de comprendre pourquoi cette redéfinition des relations est importante. Elle est importante à deux niveaux, au niveau politique et au niveau économique. Commençons par le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays qui s'appelait autrefois la Haute-Volta. Quand Thomas Isidore Sankara a pris le pouvoir en 1983, il a dit qu'il fallait renommer le pays. Il a donné au pays le nom de Burkina Faso et appelé ses habitants les Burkinabés, le pays des hommes intègres. Il a dit que le temps était venu de se libérer totalement de la France. La France contrôlait la politique du pays. La France contrôlait ce qu'il vendait et ce qu'il achetait. La France contrôlait sa monnaie. La France contrôlait tout. Et il a tout redéfini. En 5 ans, on le sait maintenant, Thomas Sankara a fait du Burkina Faso un pays qui s'était libéré, capable de se nourrir lui-même. Il a dit qu'il fallait prendre le contrôle de l'or du pays, prendre le contrôle de son uranium. Mais au bout de 5 ans, en 1987, Blaise Compaoré a été introduit pour l'assassiner. Il est important de se rappeler que quand on a dit à Isidore Sankara qu'il allait être assassiné et que l'assassin serait peut-être Blaise Compaoré, il a répondu que Blaise était son ami, que si c'était Blaise qui avait été engagé pour le tuer, alors il ne survivrait pas. Et il n'a pas survécu. La France contrôle le Sahel à cause de ses ressources. Ensuite, bien sûr, le Niger. Le Niger est un pays connu pour posséder beaucoup d'uranium. Le Niger est un pays bien connu pour ses ressources. Et nous savons que certains des essais nucléaires effectués par la France
l'ont même été dans les déserts de la région sahélienne. On sait que cette zone est particulièrement riche en ressources nombreuses. Et les Nigériens ont pris la décision de changer les choses. Quand le coup d'État a eu lieu, l'une des choses les plus frustrantes pour eux a été la décision que le Niger devait être traité différemment. Les gens n'ont pas compris pourquoi la CEDEAO a réagi de cette manière. C'était à cause de l'uranium. C'était à cause de l'uranium qui n'est pas seulement utilisé en France, mais aussi dans différentes parties du monde pour les infrastructures nucléaires. Le Niger est assis sur des réserves d'uranium d'une valeur absolument inestimable. L'idée d'assurer la mise à l'écart du Niger de la communauté de la CEDEAO a été lancée par les Français. Il est important que les Sahéliens aient fait le vœu de défendre le Niger. En dehors du Niger, nous avons aussi le régime malien, avec Assimi Goïta, l'actuel président qui a pris la décision de faire en sorte que le Mali, même malgré l'insurrection sponsorisée, reste un pays indépendant. Il ne m'échappe pas que le Mali est la patrie d'un des plus grands combattants de la liberté en Afrique, Modibo Keïta. L'esprit de Modibo Keïta renaît aujourd'hui en Assimi Goïta. Et l'on peut voir que ce pays s'est engagé sur la voie de la libération pour se débarrasser de la domination française. Encore une fois, on sait que le Mali a une longue histoire, avec des hommes comme Soundiata Keïta et Mansa Moussa. Le fleuve Niger y coule, fournissant du pétrole. Et dans des régions comme Tombouctou, dans le nord du Mali, on sait qu'il y a d'importantes ressources. Même chose avec la Guinée-Conakry, dont on ne peut pas dire qu'elle soit située précisément au Sahel, mais qui est l'un des pays qui soutiennent ce qui se passe actuellement au Sahel, du point de vue de la redéfinition des rapports entre, d'une part, l'Europe, et plus particulièrement la France, et d'autre part l'Afrique. La question se pose. Qu'y a-t-il de nouveau au Sahel? Que se passe-t-il de nouveau au Sahel? Est-ce un renouveau de l'esprit panafricain? S'agit-il de quelque chose qui va changer la physionomie de la région et par ricochet la physionomie du monde? Les commentateurs disent qu'alors que beaucoup se sont empressés de caractériser les changements au Sahel comme des coups d'État, allant à l'encontre de la déclaration de l'Union africaine, selon laquelle l'Afrique n'admettrait aucun changement de pouvoir non constitutionnel, les panafricanistes et ceux qui savent comment opère et a opéré la France disent que ce ne sont pas des coups d'État. Ce sont des révolutions. Ce sont des révolutions parce que ceux qui sont les laquais de la France dans la région du Sahel ont, c'est bien connu, manipulé le processus électoral, utilisé des institutions comme le système judiciaire afin de maintenir en place l'agenda français. Ces jeunes militaires sont venus et ont dit non. Puisque le peuple ne peut pas agir au moyen d'une révolution traditionnelle, nous allons le faire par le biais des armes et nous servir de l'institution militaire pour changer la donne. Et ils ont changé la donne. Comment l'ont-ils changé? Premièrement, ils disent qu'ils coupent les liens politiques avec Paris. Deuxièmement, ils disent qu'ils coupent les liens économiques avec Paris. Ils se retirent de toute organisation dirigée par la France. Ils mettent fin à la situation obligeant à se servir d'une monnaie imprimée en France. Ils s'assurent que leurs ressources puissent être raffinées par eux-mêmes et pour cela de pouvoir conclure des engagements avec différents pays, parmi lesquels la Russie et la Chine, afin de commencer à bâtir des institutions et des infrastructures de raffinage de l'uranium, de raffinage de l'or
et d'en tirer une valeur ajoutée. De mon point de vue, et du point de vue de nombreux commentateurs indépendants, ce qui se passe dans la région du Sahel est le début d'une libération totale, non seulement de ces pays, mais plus généralement des anciennes colonies françaises. Il ne m'échappe pas que les dirigeants de ces pays envoient un message très clair. Ils envoient le message qu'ils défieront toute institution affirmant être une institution panafricaine, mais contrôlée en réalité de l'extérieur. Je me souviens de ce jour, le jour ayant suivi le coup d'État au Niger. Je me souviens aussi des réunions qui ont eu lieu à Accra, au Ghana, des réunions qui ont eu lieu à Abuja, au Nigeria, qui donnaient un ultimatum de 72 heures au Niger, disant qu'il allait être envahi. Pas en ces mots, mais l'idée était qu'il n'allait pas être autorisé à agir comme il le faisait. Je me souviens des sanctions imposées au Niger. Je me souviens des 3 leaders, Traoré au Burkina, les nouveaux leaders au Niger. Je me souviens des leaders au Mali, disant qu'ils allaient créer un pacte militaire. Si le Niger est attaqué, le Mali se considère comme attaqué. Si le Burkina est attaqué, le Mali se considère comme attaqué, de même que le Niger. Même Doumbouya en Guinée-Conakry a dit qu'il allait se joindre à eux. C'est un nouveau visage. Un nouveau visage qui n'avait jamais été vu auparavant. La révolution du Sahel, car c'est une révolution, commence à redéfinir la façon dont les anciennes colonies françaises se positionneront par rapport à la France, dans les domaines critiques, notamment le domaine commercial, le contrôle du domaine militaire, le contrôle de la langue. Il ne m'a pas échappé que le Mali a déclaré que le français n'était désormais plus langue nationale. C'est le bambara qui est maintenant langue nationale. Une façon nette de déclarer qu'ils commençaient à reprendre leur indépendance et qu'ils le faisaient d'une manière qui n'avait pas été anticipée et qui n'avait pas été envisagée. La question s'impose. Les hommes en uniforme vont-ils rester au pouvoir jusqu'à la venue du royaume? Non. Ils l'ont dit au Burkina, ils l'ont dit au Niger, ils l'ont dit au Mali, ils l'ont dit en Guinée-Conakry. Nous sommes des sages-femmes. Nous sommes là pour une brève période, afin de nettoyer le désordre qui était là. Nous sommes là pour remettre de l'ordre dans le désordre que les Français ont mis. Nous sommes venus nous assurer que l'insurrection, financée par les Français au Burkina Faso, financée par eux au Mali, financée par eux au Niger, financée par eux en Guinée-Conakry, que cette insurrection soit éliminée. Et pour établir un nouveau système de gouvernance qui permettra au peuple de nos pays de participer à ce gouvernement, sans être contrôlés depuis Paris. Ils disent que nous avons été trop longtemps des marionnettes. Nous regagnons notre indépendance. Et cette révolution est une révolution unique. Une révolution voulue et réalisée par de jeunes Africains, dans l'esprit du panafricanisme. La révolution sahélienne est une révolution qui changera le continent africain et redéfinira la relation de l'Afrique avec ses anciens colonisateurs. Nous avons parlé aujourd'hui de la révolution sahélienne. Nous continuerons cet entretien. En attendant, au revoir, en attendant de nous retrouver pour une prochaine conversation.